Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, 86e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors on poursuit toujours avec Kubernetes et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit peu de terminal. Je sais que j'ai fait plusieurs vidéos un petit peu théoriques, je me suis dit bon, il y en a encore d'autres que j'aurais bien aimé faire. On va les remettre un petit peu à plus tard parce que je sais que bon, vous aimez bien pratiquer, on va pas faire que du théorique non plus. On y reviendra sur les config maps, les volumes, ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas, là on connaît à peu près ce qu'on a à connaître pour installer un cluster Kubernetes et voir à peu près ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, eh bien, on va commencer à installer un cluster Kubernetes en version manuelle, c'est-à-dire sans Ansible, pour ensuite pouvoir le mettre en place avec Ansible et l'intégrer à notre infrastructure. Donc on va vraiment faire notre petite installation tranquillement. Aujourd'hui, on va faire un focus très simple. Le but, c'est de démarrer, donc d'installer Containerd. Donc, souvenez-vous, allez voir les vidéos précédentes, on a parlé de Containerd, qui est notre container runtime haut niveau. Donc, on n'utilise pas Docker, nous, on va utiliser Containerd. Donc, on est juste en dessous de Docker, finalement. Et ça utilise runc en dessous. Souvenez-vous, container runtime bas niveau, du coup. Et donc, derrière, on va s'intéresser à ça. Donc, vous allez voir que ça va être un petit déroulé assez simple de lignes de commande, on va le faire ensemble. Alors pour faire ça, donc go tout de suite dans le terminal. Pour faire ça, j'ai choisi d'utiliser des VM Vagrant, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous pouvez d'ores et déjà le faire avec l'infrastructure d'Infomaniac. Ce que vous faites, vous créez un groupe d'instances, comme on a l'habitude de le faire avec notre module, et vous allez pouvoir créer votre groupe, votre pool, on va dire, de master. Donc vous créez 3 machines. Aujourd'hui, on a besoin d'une seule, mais vous pouvez en créer 3, et vous pouvez le faire aussi directement dessus. Si vous ne souhaitez pas le faire avec ce mode-là et vraiment suivre ce que je fais, vous pouvez utiliser Vagrant, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez que j'ai déployé KubeM1, qui est notre master. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parlez-en autour de vous, mettez des pouces bleus, likez, n'hésitez pas à me dire aussi où vous en êtes au niveau de conso cloud aussi, hein, ça m'intéresse aussi grandement. Alors, derrière KubeM1, tout ça, si vous voulez avoir du Vagrant un peu à toutes les sauces, vous vous rendez sur le lien qui est dans la description, et vous avez plusieurs éléments. Si vous remontez à, si vous tapez même Xavki GitLab, vous allez tomber, si vous allez sur les personal projects, vous allez tomber sur cette page avec tous les dépôts. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs pages. Là aujourd'hui, nous, ce qui peut nous intéresser, ou ce qui peut vous intéresser, c'est ces deux dépôts-là, bien sûr. Le dépôt Vagrant Stack, alors là, on va utiliser Vagrant aujourd'hui avec une VM qui est complètement assez épurée, qui est une Debian Bookworms. Derrière, donc ça correspond à ce qu'on a sur le cloud public. Et derrière, vous avez ici d'autres stacks, plein d'autres stacks qui sont Debian, qui sont en Ubuntu, qui permettent d'installer plein de choses, du Pulsar, du Kafka, du RabbitMQ, et tout ça juste en faisant Vagrant Up, hop, à la fin on a notre truc. Donc ça c'était la petite parenthèse. Deuxième parenthèse, c'est si vous voulez réutiliser ce qu'on a aujourd'hui, ce que j'utilise aujourd'hui pour cette vidéo, vous allez donc sur Infrastructure Cloud Infomaniac, le lien est dans la description de la vidéo toujours, vidéo 86, donc répertoire numéroté 86, alors que vous n'avez pas encore malheureusement ici, mais qui va ressembler à ça finalement. Hop, si on quitte ici, voilà, on est dans le répertoire de la vidéo 86, vous avez les slides, donc qui sont les commandes pas à pas, et vous avez Vagrant ici, et dans Vagrant vous avez le Vagrant file, comme ceci. Si on l'ouvre, qu'est-ce que l'on a? On a une boucle Vagrant en fait, qui va nous permettre de provisionner 5 machines. Alors, si vous n'avez pas assez de CPU et de RAM, vraiment partez sur le cloud public d'Infomaniac tel qu'on l'a fait jusqu'ici, vous créez juste un pool supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de jouer du Ansible dessus, ça pose aucun souci, vous allez avoir votre clé SSH, vous vous connectez, et vous faites exactement la même chose que ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous ici, vous voyez, on a 4 machines, 5 machines, pardon, décidément. 3 machines avec 4 CPU, c'est indispensable, c'est un prérequis pour l'installation via KubeADM. Donc nous, on va l'installer par KubeADM, Kubernetes. Donc ça ne veut pas dire full, the hardware en fait. Hein, donc c'est l'installation full manuel, le the hardware, c'est-à-dire
on crée soi-même ses certificats, on installe les binaires, on configure les binaires un à un, etc. etc. Là, nous, on fait pas ça, parce qu'on va passer sinon beaucoup de temps dessus. Mais par contre, si vous voulez vraiment apprendre Kubernetes en mode plus, c'est-à-dire là, vous allez découvrir Kubernetes avec moi, ou vous l'avez découvert déjà sur la playlist Kubernetes, hein, donc il y a 80 vidéos dessus, eh bien, si vous avez déjà fait tout ça un petit peu, si vous voulez aller plus loin, vous aguerrir dessus, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire The Hard Way, vous tapez The Hard Way Kubernetes install, et ça va vous permettre de découvrir comment on fait avec les lignes de commande adaptées, etc. Comment on fait pour finalement installer Kubernetes sans KubeADM, qui est l'outil qui permet de l'installer un petit peu classiquement. Vous avez un autre mode, ça vous le retrouvez dans la playlist dédiée à Kubernetes, qui est l'installation via kubespray, c'est-à-dire un Ansible. Alors nous, on va faire notre propre Ansible à nous, mais il sera bien sûr beaucoup plus humble. Il fera moins de choses que ce que fait kubespray, qui est le Ansible qui est dédié à l'installation de Kubernetes et plein d'outils à l'intérieur de Kubernetes, de cas de figure, de CNI, donc le network, de CSI pour le stockage, etc. Donc on va faire vraiment quelque chose de beaucoup plus épuré, mais qui va nous suffire à notre cas de figure, et je trouve ça assez intéressant de le faire soi-même. Voilà, ça nous permet de l'intégrer dans notre infrastructure. Donc là, on va partir en mode manuel sur Vagrant, ou sinon vous pouvez le faire sur le cloud public. À savoir que moi j'ai un réseau qui est très lent en ce moment, donc j'espère que je vais pas vous embêter à attendre des choses, mais on va essayer de faire au mieux. Alors du coup, moi je suis connecté, je vais me connecter, donc je fais un Vagrant SSH kubem1. Le but c'est d'installer cette machine. Alors j'ai mon clavier qui double les touches en ce moment, certaines touches. Donc le but, installer containerd et faire le premier, donc l'installation de kubeadm, kubelet et kubectl sur ce master, et ensuite lancer la commande kubeadm init qui va nous permettre d'avoir le tout premier master qui initie le cluster. Ensuite, on fera rejoindre des masters à ce cluster et puis des workers également à ce cluster. Alors, donc là, nous, on va passer en route parce qu'on a quand même pas mal de petites commandes à lancer avec un sudo. Vous pouvez les lancer avec sudo, il n'y a aucun souci. Certaines sont même prévues pour, en tout cas dans ce que je vous mets à votre disposition. Donc, on va partir sur les slides. Alors je vais vous remettre en comme ça, désolé, c'est pas beau, mais c'est ce qui est le plus efficace pour moi. Première chose, un des prérequis pour Kubernetes, et sinon KubeADM, alors tantôt il râlait, tantôt il râle pas, ça dépendait des versions. Maintenant je crois que ça râle à chaque fois. Si vous ne désactivez pas le swap, vous n'allez pas pouvoir l'installer. KubeADM va vous dire, écoute, dans les prérequis il y a un truc qui manque. Pourquoi désactiver le swap? Tout simplement parce que le swap c'est quelque chose qui génère de l'instabilité au niveau de la machine. Il faut même avoir une coupure franche, et ça c'est d'un point de vue général. Au cours des dernières années, on a constaté, en tout cas, pas mal d'éléments, que ce soit en matière de base de données, les microservices, etc., font que, généralement, pour troubleshooter ou pour avoir des performances plus faciles à analyser, c'est mieux d'avoir des systèmes sans swap. Globalement, hein, c'est pas source de vérité absolue, mais globalement sans swap, plutôt avec swap, parce que en fait, quand le système se met à swapper, ça veut dire qu'on est sur de la mémoire qui est sur disque, et donc du coup on n'est plus du tout sur les mêmes performances, même si le SSD reste performant. Et derrière, quand vous voulez débugger, troubleshooter ça, des fois vous allez être sur swap, des fois vous y êtes pas, et donc du coup vous allez générer quelque chose qui est relativement aléatoire, et ça va pas être aussi facile que ça à débugger. D'autant plus que on n'en a pas besoin, donc du coup ça tombe bien. Donc pour faire ça, on utilise la commande swap-off-a, donc celle-ci, qui va permettre de le désactiver là sur le moment. Le problème là, si je reboot la machine, alors celles qui sont avec Vagrant, cette box Vagrant ne dispose pas de swap configuré dans le fstab, mais on va faire comme si j'avais une ligne de commande, une ligne de montage ici, avec un UID et au lieu d'avoir un ext4 par exemple, d'avoir un swap. Eh bien, swap, ce qu'on devrait avoir globalement, derrière, ce qui va se passer, si la machine reboot, j'aurai pas la commande swap off-a qui va se lancer au boot, et j'aurai cette ligne de swap dans le fstab, du coup il remontera un fstab, et là du coup on aura un problème avec Kubernetes. Donc là, pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est, si vous voulez le faire, entre guillemets, en fermant les yeux, donc soit sans fermer les yeux, vous allez voir dans le /etc fstab et vous commentez la ligne de swap,
soit vous appliquez ce petit sed qui va faire la petite modif qui va bien, capturer quoi, vérifier s'il y a une ligne qui contient swap, si elle contient swap, il va mettre un commentaire en début de ligne. En l'occurrence, du coup, j'en avais pas, mais c'est pas grave. Et là, derrière, s'il y a un reboot, il n'y a pas de souci. Donc le fichier pour gérer le reboot, le swap off-a pour gérer tout de suite maintenant l'instantané. Donc là, c'est bon. Donc si on fait un free-h, ici, vous voyez qu'on n'a pas de swap, donc tout va bien. Alors, je vais essayer de pas être trop bavard. Deuxième chose à faire, bien sûr, et il nous faut un container runtime, on en a parlé. Nous, on va choisir containerd, on pourrait utiliser Cryo aussi, qui est un autre container runtime. On va utiliser containerd. J'espère que le débit va être assez bon. Ouais, c'est juste. On l'installe, donc nous on est sur une Debian Bookworm, hein, donc si vous voulez voir à peu près dans quel contexte on se situe, vous avez les versions ici qui traînent, vous voyez qu'à l'installation de containerd, qu'est-ce qui se passe? Il installe runc, pour le coup, comme on l'a dit, containerd c'est le container runtime haut niveau, et runc c'est le container runtime de bas niveau. Donc là il va faire sa petite installation, c'est assez rapide, mais il ne va pas être forcément configuré tel qu'on le souhaite. En tout cas, généralement, il n'est pas configuré pour l'utilisation qu'on peut en faire de base avec Kubernetes sur notamment un point qui est la gestion des C-groupes. On va en parler, voilà, juste ici. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier du coup s'il y a la configuration qui est générée. Donc il y a une configuration containerd qui est générée. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement la mettre de côté, cette configuration, et on va en régénérer une nouvelle. Ça tombe bien, containerd, lui, il a une ligne de commande containerd config default, donc c'est un peu comme si on générait une config avec un profil, le profil default, et on écrit tout ça, donc avec un seul chevron, un pas deux, dans /etc containerd config.toml. Alors dedans, ce qui se passe, c'est qu'on a un endroit, on a une ligne qui fait référence à systemd et surtout les C-groupes, la gestion des C-groupes. Par défaut, vous voyez, ici on trouve un systemd C-group false. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans la gestion des C-groupes, vis-à-vis de quand on va installer, quand on va manager tout ça, donc via Kubelet, hein, donc Kubelet sert à manager le container runtime, il y a deux modes possibles. Le premier mode, c'est, disons que c'est plutôt dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Le premier mode, c'est sans passer par systemd pour la gestion des C-groupes, et du coup, on laisse Kubelet et le container runtime, du coup, gérer lui-même les C-groupes. Ça, c'est valable si on a un système d'exploitation qui ne permet pas, une distrib qui ne permet pas de manager directement les C-groupes à travers un autre outil. L'autre outil, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, c'est systemd. Nous, on est dans le cas de figure où on utilise Bookworms, donc Debian, et du coup, on a systemd qui est en mesure et qui, par défaut, est prévu pour manager et configuré pour manager les C-groupes. Donc du coup, nous, cette ligne-ci, on va aller modifier, on va la passer à true, ici. Alors, je vous ai mis la ligne de commande, là, je ne l'enregistre pas volontairement, je vous ai mis la ligne de commande pour faire la petite modification. C'est-à-dire, si vous lancez ceci, hop, toujours un petit coup de sed-ri pour faire de la regex et modifier le fichier en question. Donc là, si je refais un petit grep sur systemd et sur notre fichier de configuration de containerd, vous voyez, on a passé cette ligne qu'on voyait tout à l'heure à true. Donc là, ça veut dire tout simplement, on vient de dire à containerd, écoute, t'occupe pas, c'est systemd qui va manager les C-groupes et n'essaye pas de les manager toi-même en direct. Derrière, donc du coup, on va redémarrer containerd pour lui dire, écoute, c'est parti, prends en compte cette nouvelle configuration, ce qui est le cas, ce qui est fait. Alors ça, cette petite explication, et on aurait pu aller voir, vous l'avez ici hein, sur la page configuring C-group driver, hein, c'est ce qu'on appelle les C-group drivers, donc qui est-ce qui va driver et qui va manager finalement les C-groupes. Est-ce que c'est Kubelet, est-ce que c'est systemd, à savoir que je crois qu'il y a une petite explication quelque part, normalement, qui dit que c'est préférable de passer par systemd si on est dans ce cas de figure-là. Voilà, à partir de 1.28, enable automatic detection des C-group driver as an alpha feature. Ouais, mais je crois qu'il dit même quelque part assez clairement que voilà, si on peut le manager avec systemd, faites-le avec systemd. Bon, je vous laisse vérifier. Voilà, systemd driver by default, si on fait une install par kubeadm. Justement, c'est ce qu'on est en train de faire.
Alors ensuite, il faut poursuivre. L'autre élément qui est important, c'est d'avoir ou de s'assurer qu'on a 2 modules qui sont activés. Nous, on va vraiment renforcer ce côté-là. Alors, vous pouvez checker, mais ça, vous ne l'avez pas. Ce fichier-là, il n'existe pas encore. En tout cas, on n'a pas encore fait d'installation. Et comme c'est notre fichier à nous, donc K8sconf n'existe pas dans les modules qui permettent de configurer les modules noyaux. Le fichier qui permet de configurer les modules noyaux. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un lsmod, si vous souhaitez vérifier si vous avez besoin de le faire, mais vous pouvez même le faire, entre guillemets, un peu les yeux fermés. Lsmod overlay, par exemple, pour vérifier si... usage, j'ai dû louper un truc. lsmod, pardon, grep overlay, oui, parce qu'on ne lui passe pas directement l'élément, on va grepper, donc là, il est fonctionnel, et puis on a également bridge, pour l'utilisation des bridges, mais lui, il n'est pas déjà, installé. Non, c'est BR, je confonds, c'est pour les bridges, hein. Donc c'est BR underscore, et il n'est pas déjà mentionné. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ceci, tout simplement, pour s'assurer directement que ce soit fait ou pas, on peut jouer ça directement, c'est l'activation de ces modules au niveau du kernel. Et ensuite, surtout, si jamais, en tout cas, ça peut avoir un effet de les avoir ou pas, là, on est dans le même cas de figure qu'on avait tout à l'heure avec le swap, ou la swap. Ce qui se passe, c'est que là, on l'a activé pour le coup, pour le moment, mais en cas de reboot, il faut surtout que ce soit bien pris en compte également. Donc c'est là où notre fichier K8sconf est utile. On va juste lui rajouter, finalement, hop, comme ceci, hop, voilà, les 2 lignes des modules qu'on veut s'assurer d'avoir. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça, on va être bien. Toujours dans le même genre de choses, pour s'assurer dans les prérequis au niveau du système, on a plusieurs éléments en termes de configuration de système CTL. Donc là, on a notamment les bridges NF. Alors, on va faire un petit grep comme ceci, voilà. Donc le fait de pouvoir fonctionner avec des bridges, souvenez-vous. Donc là, le but, on a 2 types de configurations. La possibilité d'intégrer les bridges dans les chain IP table. Pour faire ça, on va faire un sysctl, pour vérifier sysctl-a. Donc là, ça nous affiche tous les paramètres sysctl. Et dans ces paramètres, il nous faut que ces bridges nfcall soient donc ces deux-là, A1, bon, ça tombe bien, ils y sont déjà. Et puis également, il nous faut IP forward. Alors là, c'est IP forward, c'est ce qui permet de faire du forwarding de paquets, c'est-à-dire que notre machine fasse un peu au routeur. Et c'est ce qu'on a besoin de faire, notamment pour gérer les pods et les réseaux de pods. Donc là, on va le retrouver ici, IP forward, comme ceci. Hop là, je dois pas être sur le bon. Ah, c'est un underscore. Hop là, voilà. IP forward, là il est à 0. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que les 3 sont bien fixés et écrits dans le dur, toujours dans un fichier k8s.conf de sysctl. Comme ça, en cas de reboot, même s'il y a des modifications ou quoi, l'avantage c'est que même ceux qui sont déjà à 1, au moins on a forcé les choses, on se garantit ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'on potentiellement, du coup, on a modifié des éléments en éditant ce fichier là, donc il faut que ce soit pris en compte dès maintenant dans le système, sinon il faut rebooter. Là en l'occurrence, voilà, on fait un sysctl-système, et là il va appliquer les éléments, notamment, vous voyez ici, celui-ci, il est bien passé à 1. C'était le seul qui était vraiment à modifier. Donc au passage, hein, si vous voulez utiliser votre je sais pas, un Raspberry Pi comme routeur, etc., celui-ci est indispensable, donc IP forward, ce qui va permettre de retransmettre des paquets et de les encapsuler. Ensuite, donc, nous, on veut installer du Kubernetes. Donc pour installer du Kubernetes, vous pouvez taper un Kubernetes install Debian. Alors forcément j'ai des doubles lettres qui apparaissent, voilà, et installe kubadm. Donc nous c'est ce qu'on veut faire, donc il nous dit ok, il y a la 1.30 actuellement, mais il y a un 29, un 28, un 27, un 26, donc nous on va partir sur la 1.30 du coup de fait. Ensuite ici il nous dit pour Linux ou pour Windows. Nous on va peut-être partir quand même sur Linux, parce que moi Windows ça m'intéresse pas du tout. Et puis ici voilà, on va avoir Debian, et là il nous dit voilà les commandes 1, ce qu'il nous faut nous assurer d'avoir. Donc ça on l'a normalement, je l'ai pas remis la commande, mais c'est vrai que, alors on n'a pas besoin du sudo, voilà,
juste qu'on s'assure que tout est bon. Ouais. Ok, il a juste mis à jour. Et derrière, donc nous, ce qu'il nous faut, c'est installer la clé GPG. Ici, on l'a. Sinon, on peut repartir de ce qu'on a ici. La clé GPG de la version 1.30. Alors, il y a eu des évolutions sur l'installation de Kubernetes il y a quelques mois maintenant. Et maintenant, les repos sont adaptés aux versions, ce qui n'était pas le cas avant, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était un petit peu différent. Et du coup, attention, si vous aviez l'habitude de l'installer autrement, ça ne fonctionne plus. Ok, donc là, on a le dépôt 1.30 qui est prêt à être utilisé. On va faire un apt update pour mettre à jour notre cache local. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier la version qui va nous installer. On pourrait fixer la version à l'installation, ce qu'on fera quand on fera notre installation avec Ansible, comme on l'a fait pour beaucoup d'autres installations. Le but, c'est de fixer quand même la version qu'on va avoir. Ok, donc là, c'est bon. Ouais, mon système n'est pas complètement à jour. apt-cache policy. Et là, on va lui dire, bah écoute, peu importe, de toute façon, les versions sont les mêmes pour kubadm, kubelet, kubectl, sur les masters. Le kubectl, c'est un petit peu légèrement différent, mais sur les masters, voilà, on fait en sorte de suivre les versions. Et là, du coup, on se retrouve, voilà, la toute dernière version, c'est la 1.33, donc c'est celle qui est disponible, vous voyez, 1.1. Donc très bien, nous ce qu'on fait, on va pas fixer la version dans le cadre de ces installations là, on le fera avec Ansible, mais sinon vous pouvez passer à égal et mentionner la version en question. Donc là on va installer kubelet, kubadm et kubectl, donc ça important. Donc kubadm il va nous faire l'installation, kubelet c'est l'agent qui permet de gérer le container runtime, et comme vous allez voir, donc Kubernetes du coup utilise des containers pour pas mal de petits trucs en dessous. On a besoin quand même de l'avoir. Et on a également derrière kubectl, là c'est notre client qui va permettre d'interagir directement avec notre API serveur, même localement. Donc là il va faire la petite installation. Ça va durer. Donc là, qu'est-ce qu'il installe? Vous voyez qu'il y a des petits prérequis à côté qui existent. Contract, CRI, CRI tool. EB Tables, lui je sais pas ce qu'il fait, tiens, si vous savez, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. ETH Tool, donc là pour la partie réseau, pour manager des interfaces, voir des détails sur les interfaces, etc. kubectl, kubadm, kubelet, kubernetes CNI, donc lui il permet de fournir déjà des éléments pour les CNI, et socat, donc là c'est pour faire des cadres de socket en fait. Voilà. Donc là l'installation, voilà, alors j'ai pas un débit méga rapide, mais ça avance tranquillement, donc il installe tous ces paquets là, ou s'assure qu'ils sont installés. Ça va avancer tranquillement. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien finalement, là ce qui est assez important, c'est un peu comme Kubernetes, c'est quand même un truc qui est microservice, mais qui est quand même un peu stateful, et qu'on veut pas mettre à jour en fermant les yeux, quoi. Donc on veut, quand on met à jour, rentrer dans une démarche de mise à jour type kubadm par exemple. Donc pour faire ça, pour forcer le fait que le jour où on veut mettre à jour, c'est qu'on est vraiment conscient qu'on veuille le faire, et que si jamais on fait un apt upgrade, que ça casse pas tout, on va fixer ces paquets là. Donc on va fixer le kubelet, le kubadm, le kubectl, de manière à ce que ça bouge pas sans notre choix, sans défixer les unhold si on veut les upgrader. Donc là il doit être en train de terminer gentiment, ouais. Et donc du coup on va les marquer juste derrière, donc je vais copier cette ligne de commande, et on va faire en sorte que le kubelet, en cas de reboot, lui il reboot bien, parce que c'est celui qui va porter quand même les containers à travers le container runtime. Donc du coup si jamais il démarre pas, notre cluster ne démarre pas, et du coup c'est un peu ballot, quoi. Même si c'est un des masters parmi les autres, le cluster restera up si d'autres sont up également, mais voilà, c'est quand même un peu ballot si jamais on a un reboot de serveur. Ce qu'on veut, c'est que s'il est dans des conditions correctes, il réintègre directement le cluster. Donc là il est en train de terminer, il lui reste 13%.
Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va pouler les images. Alors, je le fais volontairement, c'est pas nécessaire. Le cube ADM init est en mesure de vérifier si les images sont poolées ou pas, mais sinon, il va pouler les images. Pouler les images, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer ces images sur les registries mentionnées. Alors, je sais plus, ça doit être des registries spécifiques à K8S. Donc soit on décide de les pouler avant. L'avantage de les pouler avant, c'est que vous savez que vous avez fait cette tâche-là et que c'est bien géré. Pourquoi je le fais moi dans ce cas de figure-là? C'est parce que j'ai un réseau qui est vraiment très lent, donc du coup je sais quand ça va être poulé que derrière, quand je vais vouloir initialiser, ça va se faire très très bien. Et ensuite on va initialiser, on va faire un cube ADM init. C'est la seule fois où on init le cluster. Après on fera que des joins de master ou des joins de worker, mais c'est vraiment la seule fois où on init le cluster, avec quelques paramètres à prendre en compte pour configurer l'endroit où on va joindre l'API serveur. Voilà. Donc là, il vient de terminer ces installations. Donc là, on va les marquer, voilà, on les hold, on peut les retrouver avec un systemctl status. Et une fois qu'on a fait ça, du coup là on va pooler, alors ouais, on va enable aussi, parce que si on veut gérer le reboot quand même, et que kubelet reboot bien, démarre bien au boot, il faut qu'on le enable également. Et derrière, ce qu'on va faire, on va faire un cube ADM config images pool. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Le jour où vous faites des upgrades de cluster avec CubeADM, pour vous assurer de bien avoir déjà les images qui sont bien présentes, bien joignables. Par exemple, si vous avez votre propre registry de containers, eh bien CubeADM, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va installer Kubernetes, mais il utilise des containers pour le TCD, pour l'API serveur, etc. Et donc derrière, pour ça, ce qu'il faut, c'est que, en tout cas, pour les containers dont il a besoin, notamment le pose par exemple, je ne sais plus quels outils sont bien présents en mode container et d'autres en mode non container. C'est pour ça que je mets un petit delta, c'est à vérifier. Et derrière, ce qui se passe, c'est ce qui peut se passer, c'est que vous êtes coupé du réseau, vous souhaitez vous installer votre cluster avec votre propre registry privé, on va dire. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que ces images-là, donc en l'occurrence, voilà, l'API serveur, donc elle est sous forme de container, ça tombe bien, on va les voir toutes une à une. Normalement, ouais, ils sont à peu près toutes, mais j'avais pas envie de partir sur un truc et de vous dire des bêtises. Si ces images-là, donc vous, au lieu d'être sur registry.k8s.io, parce que ça, vous pouvez le reconfigurer de manière à faire en sorte que ça tape sur votre propre registry à vous, vous assurez que le tag, par exemple v1 30.3, soit bien présent. Si le 30.4, par exemple, n'est pas présent au moment où vous allez faire l'upgrade, là, désolé, CubeADM va dire non, ça plante, et il va planter au cours du téléchargement des images. Donc l'avantage, c'est que les pouler d'abord, ça évite de se lancer dans la démarche où on est déjà en train d'essayer d'upgrader le cluster pour le cas des upgrades. Pour le cas des installs, c'est un peu similaire. Donc là, du coup, il est en train de télécharger les images, alors avec mon petit réseau. Vous voyez que donc du coup, les images correspondent à la version de CubeADM finalement, donc la 1.30. Point 3, ce qui est cool, c'est que tout est homogène. Donc là, on a le controller manager. C'est des petits tools, hein, c'est pas des trucs trop gros. C'est vraiment parce que j'ai un réseau qui est très lent, mais c'est du Go. Si vous allez voir le code, hein, il est open source bien sûr, vous verrez que c'est extrêmement intéressant à lire ces usages de ces outils. Alors, du coup, il va avancer tranquillement. Il va y avoir aussi le container pose également. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Il y a le etcd, le scheduler bien sûr, le scheduler qui vient de terminer du coup. Et là, il lui en manque plus beaucoup, hein, donc ça va aller assez vite. Je vous garde quand même en ligne. Alors nous, ce qu'il va nous falloir derrière, c'est faire un petit tricks. Là, parce que j'utilise Vagrant. Si on n'utilisait pas Vagrant, on n'aurait pas ce souci-là. Et donc, de fait, on prévoit un peu le pire. Quand on fera notre Ansible, on prévoira un petit peu le pire pour ça. Mais Vagrant, ce qui se passe, si j'ouvre un autre terminal, par exemple ici, sur mon cube M1, comme ceci, là on va se focaliser un peu plus sur lui. Vagrant, ce qui se passe, c'est qu'il dispose sur toutes les machines d'une IP. Une IP qui est utilisée sur toutes les machines parce qu'il fonctionne avec des systèmes de port, etc. Bref, peu importe. Mais derrière, ça veut dire une chose, ça veut dire que si je prends hostname-i par exemple, j'ai pas qu'une IP, j'ai plusieurs IP, plusieurs interfaces.
et notamment l'IP de Vagrant qui ressort en premier, la 10.02.15, très connue, qui est la même sur toutes les machines du coup, et Vagrant utilise une variation au niveau des ports pour pouvoir passer par cette IP là. Et à côté, la vraie IP, c'est celle-ci, sur laquelle on veut installer, par exemple, l'API serveur, c'est sur celle-ci qu'on veut l'installer. Or, derrière, quand on va faire l'installation avec KubeADM, si on reste avec un KubeADM init par défaut, bah, il va prendre la première IP qui va lui être retournée. En l'occurrence, là, il va prendre, bah, il va dire, ah tiens, il y a un ETH0, bah, je vais prendre la 10.02.15, et là, du coup, bah, là, ça va pas du tout fonctionner. Cette IP-là n'est pas fait pour être utilisée. Donc du coup, nous, il faut qu'il prenne celle-ci. Donc on va le forcer, en fait, à utiliser celle-ci. C'est pas très compliqué. Hop, on va faire comme ceci. Donc là, il vient de pull. Vous voyez, alors oui, le proxy aussi, hein, du coup, bien sûr, il faut le proxy. Il pull également le core DNS, vous voyez, et il est en train de puller pause. Alors vous voyez que core DNS, hein, c'est parce que c'est un outil qui est rajouté finalement aux éléments de base de Kubernetes. Du coup, lui, sa version n'est pas en 1.33 par exemple, et puis le container pause, lui, il est en version 3.9. Donc, le pool est en train de se terminer. Donc nous, ce qu'il va y avoir à faire, c'est utiliser notre IP. Donc là, je vais la marquer en dur comme ça, mais on peut faire un hostname-grand I par exemple, et ça va nous la lister. Et puis ensuite, on va utiliser la ligne de commande kubeadm init, alors qu'il va prendre les paramètres suivants. Donc kubeadm init, nous, ce que je vous disais tout de suite, on va chercher à forcer avec l'IP en question pour forcer l'utilisation de cette interface. Donc pour la publication de l'API serveur, par quelle interface on va passer, on va forcer cette IP là. Pour la définition des certificats également, on va forcer cette IP là, parce que sinon bien sûr ça ne fonctionnera pas. Le petit nom, alors lui ce serait pas nécessaire dans votre cas de figure là, mais ça vaut le coup de l'avoir, pour après, en tout cas quand on fera du Ansible ça aura le coup. On va dire que voilà, nous il s'appelle kubem, hein, bah, bien sûr comme le nom du serveur, par défaut il se mettrait sur le nom du serveur. Ensuite on va nous-mêmes définir le range des ports, des pods et des services. Donc là, pour les pods, on va dire qu'on est en 10.200.0.0/16. Alors faites attention hein, dans vos réseaux locaux, ne pas venir en concurrence avec d'autres réseaux. Et on a le service CIDR, on est en 10.201.0.0/16. Donc là, vous voyez que ça laisse quand même assez large en termes d'IP disponible. Et ça, on en aura besoin pour plus tard, donc je vous le mets déjà. On a un control plane endpoint. Donc le control plane endpoint, c'est une IP qui va nous permettre d'entrer sur la control plane. Ça, c'est très pratique, par exemple, si on met un load balancer devant, en production, devant notre API serveur, eh bien, il faut fournir cette IP, puisque derrière, il faut aussi que les certificats intègrent cette IP, par exemple, etc. Et donc, du coup, nous, on va le fixer avec l'IP qui est là, mais généralement, plutôt en production, c'est là où on va passer l'IP, par exemple, de notre load balancer. On verra ça, nous, au fur et à mesure des choses, mais donc ça va être quelque chose qui est important. Alors, je fais ça, mais en même temps. Voilà, donc du coup, ici, ce qu'on va faire, donc on va lui dire, écoute, tu vas prendre cette IP-là, alors on pourrait le sortir hein, par la ligne de commande, et puis derrière, bah, on va tout simplement lancer le kubeadm init, ici, qu'on vient de voir, donc avec le tiré API serveur qui vaut la valeur de l'IP, API serveur cert, donc pour les certificats, qui vaut la valeur de l'IP également, le node name, le pod network, le service network, et le control plane endpoint. Donc là, on lance. Du coup, ça va aller assez vite puisque les images, on vient de les télécharger. Sinon, si on ne les avait pas téléchargées, ça irait beaucoup moins vite puisqu'il y aurait le téléchargement qui serait inclus dedans. Alors, on peut regarder un petit peu ce qu'il est en train de bricoler. Vous voyez qu'il est en train de... Hop là. Alors ouais, on peut regarder s'il déroule pas trop. Alors, il y a quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie que les images ont été poolées, que les images requises ont été poolées. Qu'est-ce qu'il fait? Il a détecté qu'il y avait une petite anomalie, que le container pause, on est sur un truc inconsistant, et il recommande d'utiliser la 3.9, mais pourtant on était bien sur la 3.9, donc je ne sais pas pourquoi il nous dit ça, sûrement que dans la configuration de la version 1.30 de Kubernetes appliquée par kubeadm, il est peut-être pas encore sur la bonne utilisation, je sais pas, c'est assez bizarre. Ensuite là il va dire ok, il y a un répertoire pour gérer les PKI de nos certificats, donc pour gérer la PKI plutôt, donc notre CA, donc là il a généré le CA et le certificat et la clé pour notre CA en fait, notre autorité de certification, donc tout ça il a mis ça dans PKI, donc /etc Kubernetes PKI du coup.
Il a généré ensuite, donc maintenant qu'on a une CA, il a généré un certificat et la clé pour l'API serveur spécifiquement, ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite aller l'interroger, en tout cas de gérer de l'authentification. Ensuite, il a généré aussi des certificats signés pour les DNS internes au cluster Kubernetes, qu'on va dire, donc tout ce qui est en point local, etc. Et puis, il a généré plein d'autres certificats. Vous voyez, des certificats pour le kubelet, des certificats pour les proxys, pour le proxy. Donc, il y en a un pour le CA, un pour client, un pour etcd en tant que client, un pour etcd, non, une CA pour etcd, un serveur pour etcd. Vous voyez qu'il en génère beaucoup. Si vous faites le The Hard Way, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, il faudra générer tous ces certificats manuellement, entre guillemets, donc c'est pas forcément super agréable, mais en tout cas ça vaut le coup de le faire au moins une fois pour bien comprendre. Ensuite, là il est en train de générer généré des certificats pour KubeM1 local et localhost du coup, et couvrir les IP qui sont celles-ci. Des certificats clients pour etcd aussi, du coup. Voilà, donc ça va servir notamment à l'API serveur par exemple. Là, donc les certificats clients aussi pour gérer cette partie-ci. Les certificats clients pour etcd, mais pour juste le health check. Ensuite, pour l'API serveur, le etcd client, alors c'est celui-ci plutôt. Et ensuite, donc, un certificat SA. Voilà. Une clé, pardon, SA, une public key SA. Alors, ça doit être pour le service account, je pense, standard. Et derrière, donc, du coup, il va écrire le fichier admin config, .conf, donc c'est celui qui détient les certificats d'administration qui vont être utilisés par défaut par notre kubectl quand on va le lancer tout de suite. Ensuite, il a d'autres configurations qu'il a été écrire avant de démarrer quoi que ce soit, en gros. Il a généré ensuite ici un static pod, alors ça on y reviendra. Donc on a vu quand on créait des pods qu'on utilisait la commande kubectl create ou apply ou les déploiements. Il est possible aussi de mettre des pods statiques, c'est-à-dire qu'ils vont être fixes sur le serveur dans lequel on va aller écrire dans /etc kubernetes le répertoire manifeste, les manifestes de ces pods, mais là du coup ils ne bougeront pas, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à ce serveur-là. Si jamais on perd ce serveur-là, on perd le pod en question, mais voilà, ils ne bougeront pas du tout, donc c'est ce qu'on appelle des static pods. Ensuite, il crée des static pods donc, pour le kube API server. Là du coup il crée le répertoire. Ensuite, pour le Kube Controller Manager, pour le Kube Scheduler, ça veut dire que si on veut configurer ces éléments-là, on va aller modifier le /etc Kubernetes manifeste, etc. ou modifier leur configuration. Là, justement, il nous parle, il nous dit, voilà, il y a des variables d'environnement qui sont utilisées pour KubeADM qui se situent à cet endroit-là. Donc, il a écrit le fichier en question, là aussi. Et là, il est en mesure, a priori, avec tous les éléments qu'il vient de faire, de démarrer le kubelet. Bah oui, puisqu'en fait, là, on est sur des choses qui vont être des pods, donc des containers, donc il faut l'agent qui va les manager. Donc là, il attend que le kubelet soit, tac, 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 donc il fait quelques petits checks pour attendre qu'il soit ici. Là, je regarde vraiment la grosse maille. Hein. Et derrière, storing a configuration config map, donc il stocke la configuration de l'initialisation qu'on a fait par KubeADM tout à l'heure dans une config map, donc à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc, la config map, on ne l'a pas encore vue, je voulais vous montrer ce que ça représentait, mais qui est un fichier finalement de stockage, un objet de stockage de configuration. Et là, il nous dit, bah écoute, on va stocker ça dans kubeadm-config, l'équivalent de notre ligne de commande kubeadm init, etc. Parce qu'on aurait pu passer plein d'autres éléments de configuration. Ensuite, il fait un kubelet config, donc de la même manière sous forme de config map, il va stocker la configuration du kubelet. Donc vous voyez qu'il fait le parallèle en fait entre des éléments qui sont soit initialisés par la ligne de commande, soit stockés sous forme de fichiers sur les serveurs. Il va les répliquer finalement à l'intérieur du cluster Kubernetes pour que ce soit accessible via des ressources. Il upload pas les certificats, donc il skip. Et il dit ok, il le marque comme control plane, adding, etc.
bootstrap de tout ça, on va accélérer un petit peu. Il travaille sur les airbags, donc role, base, access, donc pour gérer les droits. Et là, une fois qu'il a fait un peu tout ça, il a terminé. Il ajoute ensuite le core DNS, le kube proxy. Et il nous dit, OK, la control plane est maintenant initialisée successful. Donc là, il nous dit, bah écoute, si tu veux joindre, de toute façon, il va falloir que tu utilises ce fameux fichier de certificat pour le client administrateur. Hein, là, on est vraiment à full droit quand on prend celui-ci, et il se situe dans /etc kubernetes admin conf. Sauf que quand on veut utiliser le kubectl, par défaut, kubectl, il va aller dans le répertoire de l'utilisateur dans lequel on est. Il va aller dans le répertoire .cube de la home et le répertoire, le fichier qui s'appelle config, et par défaut, kubectl va prendre cet élément-là comme source de certificat. Donc, nous, même si on est root, en l'occurrence dans la home de root ou dans la home de Vagrant, tant qu'on n'a pas réalisé cette petite procédure, c'est-à-dire recopier le certificat qui se situe dans /etc kubernetes admin.conf dans la home de notre root, par exemple, eh bien, le kubectl ne trouvera pas ce certificat, sauf en lui passant manuellement. C'est-à-dire, pour lui passer manuellement, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, bah écoute, à kubectl, il utilise une variable d'environnement qui s'appelle kubeconfig, qui permet de dire à quel endroit on va utiliser ce fichier de config, qui est finalement le certificat d'authentification pour le client. Donc nous, on va le faire comme ceci, ici. Alors, hop. Autre élément après, voilà, donc ça on vient de le faire. Autre élément qui est important tout de suite à avoir en tête, c'est on va utiliser ici, alors je vais peut-être les mettre de côté, donc deux types de commandes avec un token, vous voyez, ici, qui est généré et qui va nous... ici, pardon, et ici le chat, en l'occurrence du token, du certificat du token, et derrière, ça va nous permettre ici de rajouter, vous voyez ici on voit un tiré control plane, de rajouter des masters. Donc là c'est la commande pour rajouter des masters au master actuel qui est vraiment l'initiateur de notre cluster Kubernetes. Donc lui je vais me le noter dans un coin, je vais mettre ici comme ceci, toc, voilà. Donc ça c'est la première commande. La deuxième commande qui est exactement la même finalement, qui elle va permettre de joindre des workers. Donc là vous voyez, il n'y a pas, ici on était sur les masters, on a un control plane, control plane, là on n'a pas de control plane. Ok, donc là c'est à garder pas précieusement, c'est à ne pas garder justement. Là moi je le fais très exceptionnellement. Pourquoi? Parce que voilà, derrière il y a des secrets quand même qui permettent de prendre la main sur le cluster. Donc là on a notre fameux fichier qui a été rajouté donc dans notre home de route finalement, donc dans .cube, et on a config qui existe. Donc derrière, si je fais un cadre de ça, ben on a quoi? Hop, on a un certificat client finalement, qui va permettre derrière de se connecter à notre cluster Kubernetes, et qui lui a dit, écoute, et c'est là où on retrouve nos API serveur de l'init, écoute, ça se situe sur 192.168.26.10 et sur le port 6443 qui est le port de l'API serveur. Ici on retrouve le nom du cluster, vous voyez, le nom du cluster, pardon, ici. Et donc ça on verra quand on parlera des contextes, ce genre de choses, et le nom de l'utilisateur. Là en l'occurrence on est admin, donc par défaut son petit nom c'est kubernetes-admin. Et là donc du coup, si je fais un kubectl avec un K qui marche, kubectl get nodes, je me retrouve bien avec un master ici, qui est not ready, parce que pour l'instant, voilà, on est vraiment dans la phase d'initialisation de notre cluster. On sait que c'est un control plane, lui, et ça fait 10 minutes qu'il est lancé, et on sait qu'il est en v1.30.3. Si je passe un tiret au wide, je vais avoir d'autres informations, notamment je vais voir qu'il est bien lancé avec un container D, en 1.6.20 pour la version de container D, que le noyau de notre Debian 12 ici, c'est du 6.1.0, etc. Enfin bref, on a pas mal de petites informations. On peut même faire un kubectl getpod-grand A, souvenez-vous, c'est pour visualiser tous les namespaces à la fois. Alors là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul qui est disponible, c'est kubesystem, qui est celui qui permet vraiment de manager le cluster, qui est plutôt réservé du coup
à tous les outils qui managent le cluster. Et là on retrouve, donc on a déjà un etcd qui tourne, on a une API serveur, alors l'un va pas sans l'autre, hein, on ne peut pas faire, en tout cas l'API serveur ne peut pas travailler si elle n'a pas d'etcd, et les certificats qui permettent de se connecter l'un à l'autre. Alors on peut bypasser les certificats, etc., mais c'est vraiment pas du tout recommandé, mais si vous voulez faire des tests, vous pouvez très bien le faire. On a notre controller manager, notre kube proxy, voilà, et notre scheduler qui existe juste au-dessus. Donc ça c'est assez cool, et on retrouve ici Core DNS, mais lui tant qu'il n'a pas de quorum, etc., pour l'instant il n'est pas en mesure de travailler, donc vous voyez qu'ils sont eux en pending. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a fait ce premier pas assez tranquillement pour découvrir comment installer, donc faire un premier pas, installer le tout premier master sur notre cluster Kubernetes, et on fera dans les prochaines vidéos la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, commenter pour m'aider à booster les vidéos, et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.